Le Tour de France BFM Business. Nouvelle étape à Marseille. BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gandoin. Ça y est, nous sommes à Marseille, effectivement la suite du Tour de France BFM Business avec cette vue incroyable depuis la terrasse du Sofitel de Marseille. Regardez, on voit tout le port. C'est chez vous, Hervé Martel, finalement. C'est chez vous cet endroit, tout ce qu'on voit là. Vous êtes président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille. À vos côtés, il y a Nicolas Zibel qui nous parlera tout à l'heure de Crosscall, la téléphonie 100% française. Mais on va commencer effectivement par l'activité du port. Jean-Marc Daniel est à mes côtés. Il faut bien différencier. Ce port, il est immense et il est finalement divisé en deux parties. Hervé Martel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'organise ? Oui, absolument. Alors d'abord, le vieux port qu'on voit derrière nous, c'est pas tout à fait chez moi. C'est un port qui dépend de la municipalité. Le port de commerce que gère le Grand Port Maritime de Marseille, effectivement, est en deux parties. Une partie dans Marseille, les bassins Est, 400 hectares, près de 15 000 emplois tout de même, et la partie industrielle, le port de Fos, créé dans les années 60-70 sur décision de l'État pour y implanter des grandes industries. Là, on parle de 10 000 hectares et plus de 90% du trafic. Le port de Marseille, c'est 75 à 80 millions de tonnes par an, un petit peu moins en ce moment en cette période de crise. Oui. C'est, je le rappelais, donc 45 000 emplois. C'est un port qui est connecté à tous les continents et à tous les ports du monde. Et c'est un port industriel aussi. C'est une grande zone industrielle qui est en train de muter très profondément avec la transition énergétique qui est en cours aujourd'hui. En 2023, justement, combien de tonnes de marchandises ont transité ici ? Et effectivement, vous faites bien de le rappeler, il y a un contexte international, un contexte de conflit. Ça change justement l'activité, ça la réduit ? Oui, ça change. À l'échelle mondiale, le trafic de conteneurs, il a baissé de 15 à 20%. Le marché Asie-Europe est l'un des plus touchés. On est sur une baisse de 10 à 12% pour ce qui nous concerne, ce qui est un bon résultat par rapport à l'économie globale. Sur les produits pétroliers, on est stable, et sur les grands vracs, notamment la sidérurgie, c'est une baisse encore plus importante que l'on connaît en ce moment. Oui. Marseille, c'est aussi un port de passagers, 4 millions de passagers, et là, on a une explosion de l'activité, que ce soit l'activité des ferries vers la Corse, vers le Maghreb, ou l'activité de la croisière, qui se porte très très bien. Oui, là, ça par contre, ça se porte Absolument, très bien. Une grosse croissance. Jean-Marc. Oui, vous êtes le premier port de France, ou le deuxième, ça dépend comment on compte le Havre. Et pourtant, quand on regarde au niveau mondial, vous êtes un peu un petit port par rapport à Shanghai ou même par rapport à Anvers et Rotterdam. Comment vous expliquez, alors que la France est une puissance maritime, on n'arrête pas de dire qu'on a énormément de littoral et tout ça, que nos ports n'arrivent pas à mieux s'implanter sur le marché mondial ? Alors d'abord, là vous parlez des conteneurs. Oui, absolument. Sur les conteneurs, effectivement, on est sur des ports en Asie qui sont sur 30 ou 40 millions de VP, de conteneurs équivalents papier. C'est comme ça qu'on compte les unités. Là où à Marseille, on fait 1,5 million de conteneurs. Sur un port comme Singapour ou Shanghai, 80-90% de l'activité, c'est du transbordement sur les marchandises qui sont déchargées pour être rechargées sur un autre navire. Notre positionnement géographique fait qu'aujourd'hui, on n'est pas sur ces métiers-là. 1,5 million de conteneurs, c'est pas loin du tiers du commerce extérieur de la France, donc c'est pas tout à fait négligeable par rapport à l'impact sur l'économie, que ce soit pour le sourcing des entreprises ou l'exportation des produits finis. Oui, mais si on vous compare par exemple à Gênes ou à Barcelone, vous n'êtes pas encore à leur niveau, alors que vous devriez être quand même dans la même catégorie. Ce sont aussi des ports de transbordement. Le port de Marseille, il était à moins d'1 million de conteneurs il y a moins de 10 ans, donc il est aujourd'hui en forte progression. Les enjeux pour développer l'activité, c'est une connexion en profondeur par rapport au territoire. D'où le projet que porte le président de la République. À chaque fois qu'il vient à Marseille, il nous invite à construire le port de Marseille-en-Grand, qui est un corridor en fait, qui remonte jusqu'à Lyon et au-delà en Bourgogne et même en Alsace. Et donc nous y travaillons, notamment sur les connexions ferroviaires, pour proposer aux entreprises des solutions compétitives dans la profondeur. Juste encore une question. Les ports français n'ont pas de très bonne réputation. Est-ce que vous pensez que ça s'est amélioré, ou que vous faites quoi pour changer un peu cette réputation ? Ça c'était avant. On fait quoi ? Oui, exactement. C'était avant. Alors comment ça va ? On fait quoi ? On mesure la performance, et objectivement la performance, y compris en nombre de jours de grève, si c'est à ça que vous faites référence, elle est aujourd'hui plutôt bonne et plutôt meilleure que la moyenne européenne. Et donc il suffit de mesurer et de dire à nos clients ce qu'est la réalité des choses.
des KPIs, comme on dit en bon français. On l'a dit tout à l'heure, on est à la croisée finalement d'énormément d'activités. On est dans le transport de marchandises, dans le transport d'énergie, dans le transport de passagers. La transition écologique, c'est au cœur de vos préoccupations quotidiennes. Quels sont les chantiers que vous avez mis en place pour verdir l'activité du port et qu'on ait atteint un niveau très satisfaisant, par exemple, d'ici 2030 ? Alors, beaucoup de chantiers qui concernent à la fois les transports, les navires, le transport de marchandises et qui concernent l'industrie. Sur les navires, très rapidement, on travaille sur les carburants. On est l'un des ports dans le monde qui aujourd'hui propose un système d'avitaillement, de faire le plein des navires en gaz naturel liquéfié. Oui. Grâce à CMA CGM et à Total qui ont monté ça il y a 2 ans, donc on a cette offre. Il n'y a pas beaucoup de ports dans le monde qui proposent ça et on travaille pour être au rendez-vous des nouveaux carburants des navires, le méthanol demain par exemple. On branche les navires à quai à Marseille. Les navires de la Corse et du Maghreb sont branchés lorsqu'ils sont à quai. Ça leur permet de couper le moteur. Dans 2 ans, on branchera les navires de croisière. Obligation réglementaire 2030, on le fait depuis 2017. Et puis, l'énorme projet, c'est la zone industrielle de Fos, qui accueille aujourd'hui des gigafactories dans le domaine de la transition énergétique, que l'on parle de construction de panneaux solaires avec la gigafactory carbone, plus de 3000 emplois, que l'on parle de fabrication d'hydrogène. On a vraiment l'ambition d'être un hub hydrogène, de fabriquer de l'hydrogène et d'en importer par le tuyau. C'est un vrai pari d'avoir choisi l'hydrogène d'ailleurs comme technologie. C'est un vrai pari, mais l'hydrogène est à la base de tout, de la décarbonation de l'industrie, sidérurgie, industrie chimique, pétrochimique, ciment, et à la base de la décarbonation des transports, que ce soit pour le transport aérien, les SAF, les carburants alternatifs pour les avions, ou pour le transport maritime, j'en parlais, avec notamment le méthanol. Plusieurs projets dans ce domaine-là, et puis projet aussi de décarbonisation de la sidérurgie, avec une entreprise qui va fabriquer des DRI, c'est du fer réduit à l'hydrogène au lieu d'être réduit au charbon, à la houille. Énormément de projets dans la transition énergétique, et ce n'est pas le moindre des projets, on se positionne pour construire la filière de l'éolien offshore flottant. On a un premier projet pilote qui a été mis à l'eau avec EDF Provence Grand Large, c'est le nom du projet, il y a quelques semaines. Et on se positionne pour être présent sur cette filière, pour fabriquer les flotteurs, pour assembler et pour avoir les bases arrière de maintenance de ce nouveau marché qui émerge dans les années qui viennent. On en reparlera tout à l'heure de l'éolien flottant et de l'éolien posé avec Eolimar, qui est sur un appel d'offres pour la région pour installer un parc. Jean-Marc, une dernière question. Oui, une dernière question. Fos, pour ma génération, c'était la sidérurgie sur l'eau, le grand rival de Dunkerque. C'est quoi maintenant la sidérurgie sur l'eau ? Ça existe encore ? C'est encore de l'avenir ou c'est une page qui est tournée ? Alors, Fos, c'est encore, avec Dunkerque, le deuxième endroit en France où l'on a des hauts fourneaux, avec donc ArcelorMittal, et où on a également Ascométal, un deuxième acteur qui fait de l'acier. C'est une industrie en pleine transformation, avec des gros investissements devant nous. C'est le remplacement d'un fourneau par un four à arc électrique, ce qui suppose de revoir complètement les logistiques d'approvisionnement, notamment en ferraille, parce que vous savez, un four à arc électrique, on alimente plus en ferraille qu'en minerai de fer. Et puis, c'est à plus long terme des investissements autour de l'utilisation de l'hydrogène pour décarboner. Maintenir une activité industrielle sur le territoire français et européen aujourd'hui, ça veut dire la transformer assez profondément face à une concurrence parfois moins vertueuse qui nous vient d'autres pays comme la Turquie par exemple. Dernière question, quand on a un site comme celui-là qui finalement fait travailler tellement d'activités, tellement d'entreprises différentes, de quelle façon on utilise l'intelligence artificielle ? Dans quelle strate de votre activité elle est intégrée, cette intelligence artificielle ? Pourquoi vous vous en servez ? Alors ça c'est un vrai défi d'avenir. Absolument. Je ne cache pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore au cœur de nos activités. D'une façon générale, on travaille avec l'ensemble des acteurs, avec la Chambre de commerce, avec l'université, sur les nouvelles technologies en général. On lance chaque année des défis dans le cadre de ce qu'on appelle le Smart Port Challenge et qui précisément vise à répondre à ces questions. Comment utiliser les nouvelles technologies dans nos activités de façon très large, que ce soit le transport, que ce soit l'industrie, que ce soit la protection de l'environnement, la réduction des émissions. On a maintenant, depuis plusieurs années, ce collectif de ce qu'on appelle le Smart Port Challenge, que l'on va étendre à l'échelle de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône avec nos amis lyonnais de la région Aura, pour précisément répondre plus précisément à cette question de l'application de ces nouvelles technologies. Vous parlez de l'intelligence artificielle, on pourrait parler de l'Internet des objets, on pourrait parler de beaucoup d'autres technologies qui évidemment vont révolutionner une partie de nos métiers aussi. Ça nous amène à votre voisin Nicolas Zibel, bonjour. Bonjour. PDG de Crosscall. Crosscall, créateur français de téléphonie mobile durable. Jusqu'ici tout va bien. Tout va bien. Parlez-nous de votre entreprise. Vous l'avez créée en 2009. Vous êtes basé juste à côté à Aix-en-Provence. C'est bien ça ? Oui, donc on est à 20 minutes d'ici. Ouais, parlez-nous de vos mobiles, de vos portables. D'accord. Donc c'est le fondateur s'appelle Cyril Vidal. Il a créé la société il y a 14 ans. Au départ, sur une idée très simple.
c'est que les téléphones qui existaient sur le marché il y a 14 ans ne répondaient pas aux besoins des sportifs, des gens qui ont des activités outdoor, des gens qui voulaient avoir des utilisations un peu extrêmes. Et progressivement, la société a évolué en gardant ce cœur de clientèle qui représente à peu près un tiers de notre activité aujourd'hui, Oui. en se diversifiant vers ce qu'on appelle dans le jargon le B2B, donc la vente aux entreprises, et depuis quelques années, la vente au gouvernement. Et en particulier, si vous regardez aujourd'hui, l'ensemble des polices françaises ou la gendarmerie française est équipée avec nos produits. Bah, vous pourriez équiper peut-être les membres, effectivement, le personnel du port. Hein. Tout à fait, on en parlait au tout début de cette conversation. Et dans quelle mesure est-ce que le personnel du port pourrait être intéressé? Effectivement, nous avons des téléphones qui sont tout à fait adaptés aux environnements qui peuvent être parfois difficiles, que ce soit les environnements climatiques, des environnements de type de produits. Et on va rentrer aussi dans une autre catégorie, qui sont des produits qui résistent aux problématiques d'environnement potentiellement explosifs. Donc quand vous avez du gaz, par exemple, des choses comme ça, il faut des structures de téléphone qui soient un peu différentes et on travaille sur des projets dans ce domaine-là. Jean-Marc. Oui, un téléphone que vous fabriquez, ça vaut combien par rapport au téléphone commun que nous avons dans notre poche? Alors, nos téléphones ne sont pas nécessairement plus chers que les téléphones classiques, ils sont même plutôt bien pricés. Mais nous, notre philosophie, ce n'est pas uniquement le prix étiquette que vous voyez dans le magasin. Notre philosophie, c'est de faire en sorte que pendant la durée d'usage, le téléphone soit beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher à l'usage, donc il va être garanti pendant 5 ans. Il vous permet d'avoir une véritable usabilité. Les téléphones ne cassent pas, ils sont entretenus, ils sont maintenus, il y a des upgrades de soft en permanence qui vous permettent de garder l'utilisation de votre téléphone pendant toute la période. Et ça, c'est extrêmement intéressant, bien sûr pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Je rappelle qu'on est la première marque, et je crois aujourd'hui la seule marque, qui garantisse nos produits pendant 5 ans. Et donc, ça permet d'être véritablement très, très confortable pendant toute cette durée de vie. Est-ce que vous envisagez d'étendre votre marché, d'aller, au lieu de vous cantonner à certains publics bien ciblés, d'aller véritablement vers l'ensemble de la population et de rentrer dans les réseaux de distribution ordinaires? Alors, nous sommes dans les réseaux de distribution. 20 000 points de vente. 20 000 points de vente. 20 000 points de vente. Alors, on n'est pas dans 20 000 points de vente, non, mais on est sur l'ensemble des réseaux des opérateurs français. On est dans l'ensemble des réseaux des grands distributeurs français. Donc si aujourd'hui vous voulez acheter un téléphone Crosscode, je crois qu'à moins de 5 minutes à pied, vous pouvez en trouver un. Et justement, quel est l'argument face à des géants américains ou des géants coréens de la téléphonie pour dire il faut acheter français aussi dans la téléphonie? Qu'est-ce que vous dites? On leur dit plusieurs choses. On leur dit ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des téléphones qui sont conçus ici, qui sont conçus pour durer, qui sont conçus pour résister à n'importe quel type d'usage et qui bénéficient des toutes dernières technologies à l'égal des deux marques ou des deux origines que vous avez mentionnées. Donc on est compétitif, on est durable et on est conçu aussi dans une philosophie qui est un petit peu différente des téléphones que vous mentionnez tout à l'heure, parce que nous on conçoit avec tous les éléments de l'éco-conception du début jusqu'à la fin, et en particulier en fin de vie du produit. Et donc là, on travaille par exemple avec toute une série d'acteurs pour récupérer nos téléphones, pour les remettre en état, les reconditionner et les revendre et leur redonner une durée de vie qu'on espère également d'au moins 5 ans. Jean-Marc ? On a vraiment une démarche qui est très vertueuse depuis la conception jusqu'à la fin de vie. Alors vous nous présentez ça de façon très enthousiaste et très enthousiasmante. Et quelles sont vos perspectives à moyen et long terme? Vous avez des objectifs de croissance de combien sur les 5-10 ans qui viennent? Alors notre objectif, c'est de doubler la taille de Crosscode dans les 5 prochaines années. On va le faire en faisant plusieurs choses. La première, c'est qu'on va faire un développement international accéléré. On a déjà commencé. On a aujourd'hui des développements qui se font, on va dire, en Europe proche. C'est-à-dire en Espagne, en Angleterre, dans les pays nordiques, au Benelux. Et on est en train de se développer dans les pays du Golfe. Et on a également d'autres perspectives. Ces perspectives se font avec un développement sur plusieurs axes, mais essentiellement autour du B2G, donc les ventes au gouvernement. Il faut comprendre que les gouvernements sont tous en train de s'équiper de téléphones qui permettent de répondre aux besoins des communications critiques. Et donc ça crée pour nous une véritable demande sur laquelle on est en train de se positionner et ça se passe plutôt bien. Mais comment on convainc les gouvernements? On comprend très bien que vous équipiez la gendarmerie, la police française, mais comment on fait pour convaincre que vous allez équiper peut-être la police, la gendarmerie d'un pays qui va aussi vous confier des données extrêmement sensibles? Est-ce qu'il y a un problème justement par rapport à la protection de ces données, que ce soit en Europe ou aussi à l'extérieur de l'Europe surtout? Alors il y a plusieurs questions dans votre question. La première, c'est comment on les convainc. Il est clair que l'expérience que l'on a eue en France et la qualité du produit, également du support que l'on a apporté en France aux forces de police et de gendarmerie est une formidable carte de visite. Et il faut souligner aussi le fait que le gouvernement français et l'ensemble des acteurs du gouvernement français nous appuient énormément, évidemment en France, mais aussi dans nos démarches internationales. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième approche, qui est sur le sujet de la protection des données, et en particulier les aspects logiciels, nous, on s'efforce de faire en sorte que ce que l'on a fait en France
pour sécuriser le produit en France, on puisse faire la même chose dans d'autres pays. Donc, par exemple, là, on a des discussions avec plusieurs pays européens pour faire en sorte que l'adaptation logicielle spécifique et la sécurisation spécifique au pays soit faite dans le pays avec des sociétés du pays. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler dans le jargon, on est à la fois international, mais on est aussi local. Je vais vous poser la question à tous les deux parce que vous êtes concernés tous les deux. Chez Crosscall, vous avez 200 collaborateurs actuellement et vous êtes en recrutement. Nous sommes en recrutement, oui, vous recherchez quel type de profil, sur quel métier? Alors, on recherche dans plusieurs types de métiers. Le premier, c'est pour nous accompagner à l'international, donc à la fois des équipes commerciales et des équipes techniques pour l'accompagnement à l'international. Et là, on choisit parfois des personnes qui sont d'origine basée en France, mais aussi beaucoup des personnes qui sont évidemment sur place. Et ça, c'est toujours très intéressant. Oui. Et on recherche aussi des ressources techniques parce qu'on a développé ici à Aix à la fois un laboratoire et un centre de recherche pour évidemment développer nos produits. Et là, on a constamment besoin d'expertise nouvelle. On parlait tout à l'heure de bascule des réseaux vers des réseaux sécurisés. On a besoin d'avoir de l'expertise en réseau, de l'expertise en encryption, de l'expertise en sécurité. Donc, c'est toute une série de domaines dans lesquels on fait des investissements à la fois sur la partie software, mais aussi sur la partie mécanique et hardware. Hervé Martel, j'ai envie de vous poser la même question. Il y a combien d'employés dans votre structure et vous êtes, j'imagine, constamment en recrutement également? Oui, alors 1100 collaborateurs, donc vous imaginez qu'il y a un flux de renouvellement, oui, de remplacement des gens qui partent. Recrutement plus particulièrement aujourd'hui sur les métiers d'aménagement. On a un mur d'investissement devant nous par rapport à ce que l'on fait habituellement, à peu près 1,4 milliard d'ici 2031 pour accueillir toutes ces industries. Ça nécessite beaucoup d'infrastructures au niveau portuaire, comme d'ailleurs au niveau routier, ferroviaire et réseau électrique. Donc des responsables de projets, ingénieurs, techniciens. Et puis sur de nouveaux métiers, quand on travaille sur le branchement des navires à quai, c'est une expertise dans le domaine de l'électricité, de l'électronique qu'on n'a pas du tout historiquement au port et sur lesquels on a des recrutements spécifiques. Et plus globalement tout ce qui touche au Et vos effectifs ont plutôt tendance à augmenter ou est-ce que vous faites des gains de productivité significatifs qui font que globalement les effectifs ont plutôt tendance à se contracter? Alors c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet qui nous occupe avec les partenaires sociaux. On a un vrai enjeu de maintien, de maîtrise de notre modèle économique et donc il faut à la fois recruter sur ces nouveaux métiers et maîtriser la masse salariale pour dégager une capacité de financement de tous ces projets qui sont devant nous. Vous avez raison de souligner, c'est un vrai sujet. La productivité, c'est un des dadas de Jean-Marc Daniel. Effectivement, on en parle très souvent sur ce plateau. Merci beaucoup, messieurs. Merci Hervé Martel, président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille. Merci Nicolas Zibel, PDG de Crosscall. Merci à tous les deux d'être venus nous voir sur ce plateau BFM Business délocalisé à Marseille.